Asbestos. This is a remarkable mineral. Actually stone, it is made up of tiny but extremely strong and flexible fibers. Morti per aver respirato polveri di amianto. You'd have to have been on a different planet not to have heard about the dangers of asbestos. El Congreso dio un paso histórico que reivindica la lucha de las familias que perdieron algún ser querido por culpa de esa mortal fibra. Asbestos is banned in dozens of countries, and for decades its use has been heavily restricted in the United States. L'amiante interdit à partir de janvier prochain en France. Aucun produit contenant la fibre cancérigène ne sera plus autorisé à la vente. Pour beaucoup d'entre nous, l'amiante est une histoire qui appartient au passé. Ceux qui pensent que la fibre cancérigène a cessé d'être une menace se trompent. Pendant des décennies, industriels et pouvoirs publics ont mis de l'amiante partout. Dans les constructions, les objets du quotidien, dans les moyens de transport. Les pays qui ont voté son interdiction dès les années 80 ne sont pas débarrassés du problème. Si on veut supprimer 100% de l'amiante, c'est des dizaines et dizaines d'années, on pense même qu'on mettrait plus de 100 ans pour retirer l'ensemble des matériaux amiantés. Une large part de nos déchets envoyés dans les pays en développement pour être recyclés et contaminés. Nos vieux cargos contiennent tous des tonnes d'amiante. Un danger mortel pour les populations locales. Les gouvernements des pays occidentaux doivent reconnaître qu'ils commettent un crime contre l'humanité en envoyant leurs navires toxiques dans un pays comme le Bangladesh. Certaines entreprises européennes, contraintes de renoncer à l'amiante chez elles, ont continué de l'utiliser dans d'autres pays. Mauvais pour nous, mais bon pour eux. L'une des stratégies de l'industrie pour poursuivre ses opérations est de déplacer sa production dans des pays qui n'ont pas une autorité très forte sur le plan environnemental ou sanitaire. De cette fibre infernale, une poignée de pays producteurs continue pourtant de faire commerce un peu partout sur la planète. Niant la nocivité du produit, ils persistent à l'extraire, le vendre et l'exporter, avec pour seule limite la règle du profit, la loi du marché. Ce n'est pas un business respectable, et les gens qui en font partie ne méritent pas d'être traités avec la moindre courtoisie par les gouvernements du monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'amiante tue entre 100 et 120 000 personnes chaque année. Il est aussi à l'origine de la moitié des maladies professionnelles. L'exploitation et l'utilisation de ce minerai cesseront-elles un jour à l'échelle de la planète? Les milliers de victimes qui réclament de mettre la santé de tous avant les profits de quelques-uns finiront-elles par avoir gain de cause? En attendant, la fibre tueuse continue de se répandre. En Europe, l'amiante est interdit depuis 2005, mais le chantier de désamiantage est colossal. Badia del Vallès, dans la banlieue de Barcelone. Dans cette cité dortoir construite au milieu des années 70, 100% des bâtiments contiennent de l'amiante.
Même le toit de l'église, situé en plein centre-ville, est en fibrociment amianté. La maire de la commune, Eva Maria Menor, a fait du chantier de désamiantage la grande priorité de son mandat. Tous les immeubles de Badia del Vallès sont habillés de plaques en fibrociment. Ce matériau est a priori inoffensif, tant qu'il reste en bon état. C'est là que nous allons intervenir. On voit bien là les plaques en fibrociment et vous voyez clairement qu'elles sont détériorées. Beaucoup d'entre elles sont cassées et c'est ça qui est dangereux. C'est à ce moment-là que les fibres d'amiante se libèrent. Elles contiennent toutes de l'amiante et quand elles se cassent, les fibres se détachent et se dispersent. Et les gens habitent toujours ici? Oui, ils vivent ici et beaucoup d'entre eux étendent leur linge. C'est pour cette raison qu'il est très important d'intervenir. Le grand chantier de désamiantage de Badia del Vallès a déjà commencé. Il devrait coûter au total 20 millions d'euros. Mais la ville est pauvre et son budget limité. Ces 15 dernières années, seule une trentaine d'immeubles ont été traités. Il en reste plus de 170. Le risque est déjà là. Il y a urgence, mais à ce rythme, il y en a encore pour plusieurs décennies de travaux. Sur cette carte, en vert, ce sont les bâtiments qui ont été désamiantés d'une façon ou d'une autre. Et les points rouges, ce sont ceux où il y a encore de l'amiante. Tout ce qu'il faut encore traiter. Cette ville est unique en son genre. Tous les bâtiments ont été construits en très peu de temps, entre 1973 et 1975 environ. Et c'est de là que viennent tous les problèmes. Problèmes que l'on n'avait pas anticipés à l'époque. C'est un projet unique parce que les 200 barres d'immeubles de Badia del Vallès ont été construites d'un seul coup. Résultat, tout commence à se dégrader en même temps. Nous devons intervenir dès maintenant. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fibres vont se répandre dans l'air. Et ce sera mauvais, pas seulement pour les habitants de Badia del Vallès, pour tout Barcelone, toute la Catalogne et tout le monde, parce que l'air n'a pas de frontières. Eva Maria Menor habite le même immeuble avec toute sa famille depuis plus de 20 ans. Elle est personnellement concernée par le problème. Quand on cuisine, on est obligé d'ouvrir la fenêtre. On évite de manger ici. La plaque là qui est en fibrociment, elle contient de l'amiante. On ne peut pas la toucher, mais elle est vraiment trop proche de la fenêtre. C'est dans ces moments-là que l'on se rend compte qu'on vit avec un grand danger juste à côté de nous. L'élu a fait une promesse à ses administrés. Elle ne déménagera pas tant que toute la ville n'aura pas été débarrassée de son fardeau. L'amiante est une fibre minérale que l'on trouve à l'état naturel dans certaines roches. Il en existe plusieurs sortes, comme l'amiante amphibole ou l'amiante chrysotile. Il est connu depuis l'Antiquité, mais son exploitation se développe après 1860 avec la découverte de grands gisements à travers le monde. La fibre miracle présente toutes les qualités. Flexible, très bon marché. C'est aussi un formidable isolant capable de résister aux intempéries, à la chaleur, aux incendies. L'amiante est d'abord employée dans le textile.
Puis l'industrie de la construction s'en empare au début des années 50. We suggest you consider this material for the walls of your home. Designed to last a lifetime, a trouble-free lifetime, like your asbestos roof, like your modern floor covering. Pendant de nombreuses décennies, l'amiante va être posée dans les maisons, les immeubles, les bureaux, les bateaux, les avions. Les bâtiments publics ne sont pas épargnés non plus. Les hôpitaux, les musées, les facultés, les écoles. De l'amiante, comme s'il en pleuvait, jusque dans les canalisations qui courent sous les villes. Les matériaux de construction sont les plus susceptibles de mettre en danger des millions de gens. Des millions d'ouvriers du bâtiment, des millions de gens qui vivent dans ces immeubles, des millions de gens qui travaillent dedans. Ces produits, de par leur conception même, vont exposer tout le monde. L'Allemagne n'a pas échappé aux années folles de la fibre. Avant l'interdiction votée en 1993, des millions de mètres carrés de bâtiments ont été floqués à l'amiante, jusque dans les endroits les plus inattendus. Là, on voit une scène d'entraînement du commando des forces spéciales de Berlin. Ces murs latéraux sont recouverts de lattes de bois, de panneaux de fibre de carbone, mais aussi de panneaux d'amiante. C'est une isolation anti-incendie. Et c'est un immense problème pour les forces spéciales, parce qu'ils tirent dans toutes les directions. Ils tirent beaucoup, ils tirent souvent. Et tous ces projectiles ont naturellement endommagé les murs. Finalement, cela a entraîné la dispersion de fibres d'amiante dans l'air que nous avons respiré. Là, en arrière-plan, on entend les spectateurs qui toussent. Le système d'aération n'est pas suffisant. Et nous, les membres des commandos d'intervention les plus pointus du pays, nous avons travaillé dans ces conditions pendant plus de 20 ans. C'est un sentiment étrange. Pendant des années et même des décennies, nous avons mis nos vies en jeu quand on intervenait sur des prises d'otages, des arrestations de criminels armés ou des arrestations d'assassins. Et en réalité, très peu de collègues ont été blessés sur le terrain. Très peu sont morts en opération. Mais maintenant, en raison de ces éventuelles pollutions sur les stands de tir, par les métaux lourds, par la moisissure, par l'amiante, on constate que de nombreux collègues tombent malades, sont tombés malades ou sont même décédés. Cela nous rend tristes et ça nous fait réfléchir. 400 policiers ont signalé des problèmes de santé liés à ce centre de tir. Un bilan flou, provisoire, sans doute très sous-estimé, car les maladies de l'amiante sont des bombes à retardement, des pathologies complexes qui peuvent mettre des décennies à se déclarer. Les fibres, totalement inodores, peuvent être 500 fois plus fines qu'un cheveu et se démultiplier à l'infini. Lorsqu'on les respire, par la bouche et le nez, elles descendent le long des voies respiratoires jusqu'au fond des poumons. La poussière alors se dépose sur les tissus.
En tentant de les détruire, les cellules du système de défense du corps humain se détériorent et meurent. En général, le patient souffre d'essoufflement, de toux sèche et de déformation du bout des doigts. On appelle cela l'hypocratisme digital. Ce sont les symptômes physiques. Les fibres d'amiante peuvent rester dans les poumons pour de longues périodes et déclencher de nombreuses maladies, comme par exemple l'asbestose, le cancer des poumons ou encore le cancer de la plèvre, aussi appelé mésothéliome. Les maladies de l'amiante, en particulier le mésothéliome, peuvent mettre des années à se développer. C'est un processus mystérieux que l'on n'a pas encore bien compris. Malheureusement, quand il apparaît, il est très difficile de l'arrêter. 10 ans, c'est le minimum avant de voir apparaître ces maladies. Mais elles surgissent le plus souvent au bout de 30 ou 40 ans, et même encore après. Les gens ne se rendent pas compte. Quand on leur dit d'éviter les poussières, ils pensent à celles que l'on peut voir. Mais l'amiante est mortel à des niveaux de concentration que l'on ne peut pas voir. C'est connu depuis les années 30. 1930 déjà, date des premiers rapports scientifiques sur la nocivité de l'amiante, et les autorités ne réagissent pas. Dans les années 60, des études démontrent une explosion des cas de maladies professionnelles liées à la fibre. Les pouvoirs publics font la sourde oreille. Les manifestations et les procès se multiplient contre les producteurs et les États. Et ce n'est que dans les années 80 que les premiers pays d'Europe interdisent son utilisation. En France, l'interdiction de l'amiante date de 1997. Sur la commune de Canaries, en Haute-Corse, se dressent les ruines de la plus grande mine d'amiante française. L'époque des 28 000 tonnes annuelles n'est plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, c'est une zone polluée, un accès interdit. La moindre visite du site prend des airs de film de science-fiction. Ces deux ingénieurs sont venus vérifier la solidité des fondations et prévenir les risques d'écroulement qui entraîneraient une dispersion des fibres dans l'atmosphère. Les autorités locales ont un temps espéré pouvoir réhabiliter ce site exceptionnel. Elles ont renoncé devant l'ampleur des contraintes. Pour intervenir sur ce genre de site, les agents ont reçu une formation dans un centre spécialisé, comme il en existe des centaines en Europe. Dans la banlieue de Toulouse, la société Aléa Control est spécialisée dans la gestion de matériaux dangereux. Et si tu n'y arrives pas, il faut toujours que tu demandes à un de tes collègues de t'aider. Parce que la mise en place du masque, c'est quand même ton rempart face à l'amiante. Très bien. Nickel. Chaque année, on forme ici 900 agents désamianteurs. Et rien que quand vous allez vous habiller, faites-le ce plan. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les fibres d'amiante, elles passent. Donc ce qu'on doit s'assurer avant que l'opérateur rentre en zone, c'est s'assurer de son étanchéité. Donc on va s'assurer que le scotch est mis partout. Les bottes, c'est un piège, les bottes. Parce que si tu scotches pas très bien, tu peux avoir complètement de l'air qui passe. Ouais, voilà. Tu sais ce que tu vas faire et t'es étanche, donc tu peux y aller. Ok.
l'ensemble des types de publics, on doit leur apprendre à s'habiller, à se déshabiller, à se décontaminer, à gérer les déchets pour qu'on évite la dispersion des fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et pour leur propre sécurité. Le but de notre opération, c'est de réaliser un branchement sur une conduite en amiante-ciment. L'objectif, c'est d'émettre le moins de fibres possible. Go! Par rapport à un chantier classique, vous souhaitez retirer de la peinture non amiantée par rapport à un retrait de peinture amiantée, vous rajoutez à minimum un tiers de temps en plus. Vous rajoutez une structure complémentaire, du confinement, un appareillage très spécifique. On va aspirer de l'air, on va mettre des installations de douche pour décontaminer les personnes, on va traiter l'eau, on va mettre des filtres un peu partout, on va faire des entrées d'air, on va mesurer en permanence la présence de fibres dans l'air. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Fabriquer, poser l'amiante a été plutôt simple, c'est un matériau facile à utiliser, c'est pour ça qu'on en trouve partout. Le retirer dans les règles de l'art est très compliqué. Pareil, on s'aspire les mains à chaque fois, on ne remporte pas du risque. Et tu éteins, ok? Voilà. T'as pas le droit de te promener avec un matériau contaminé comme ça. Tu me l'emballes? Allez-y, mais garde du corps. Si on veut supprimer 100% de l'amiante, c'est à minima des centaines de milliards d'euros si on compte tout. Le temps de traiter cette amiante à la vitesse actuelle, c'est des dizaines et dizaines d'années. On pense même qu'on mettrait plus de 100 ans pour retirer l'ensemble des matériaux amiantés. C'est un gros travail derrière pour retirer tout ça. 100 ans et des centaines de milliards d'euros pour désamianter la France. Et combien de temps pour le reste de l'Europe? Pour la plupart des autres pays du monde, la question ne se pose même pas. Seuls 67 États ont voté l'interdiction. Ainsi, une grande majorité des populations du monde continuent d'être exposées quotidiennement. Quelques pays persistent même dans la production d'amiante, comme la Chine, le Kazakhstan, et le premier de la liste très loin devant, avec 600 000 tonnes exportées chaque année, la Russie. Porte de la Sibérie, à 1700 km de Moscou, le combinat Ural-Asbest exploite la plus grande mine d'amiante du monde. « 12 km de long, 3 km de large, 350 mètres de profondeur. À elle seule, cette mine produit un quart de l'amiante chrysotile mondiale. Natalia Krylova est ingénieure spécialisée dans l'amiante. Elle a d'abord travaillé pour le compte du combinat Ural-Asbest avant de se lancer dans la politique et d'être élue représentante communiste à la Douma locale. Je suis très fière de cette exploitation puisque nous produisons un minerai unique en son genre. C'est vrai qu'il est dangereux lors de son extraction et de sa fabrication, mais il est irremplaçable, surtout pour sa qualité de résistance au feu. En tant qu'ingénieur des mines et député de la ville, je suis persuadée que l'amiante n'a pas d'équivalent dans le monde. Donc, il doit être utilisé par l'humanité. Mais il faut juste le faire correctement, avec intelligence et dans le respect des règles de sécurité. Ce discours pro-amiante chrysotile est largement partagé par les habitants de la commune la plus proche, dont les logements se trouvent à quelques centaines de mètres de la carrière. La ville, d'ailleurs, s'appelle Asbest,
ce qui signifie amiante. Dans les rues, les publicités à la gloire de l'amiante sont légion. Restez en pleine forme avec le combinat, dit celle-ci. À quelques rues de ce I Love Amiante, sur cette affiche qui jouxte la clinique locale, on peut lire « Protégeons notre pays, notre ville et notre minerai ». Depuis qu'elle est élue, Natalia Krylova dénonce les conditions de travail de la mine. La députée regrette l'époque du communisme où l'amiante était inscrit sur la liste des produits dangereux pour les travailleurs. Suite à la privatisation des années 90, l'exploitation de l'amiante a été reprise en main par des oligarques. Ils négligent les normes de sécurité. Il n'y a plus de liste des produits dangereux. Les critères de dangerosité des emplois ont changé. Autrefois, un travail considéré comme dangereux vous donnait droit à une rémunération supplémentaire, à cause des risques. Et tout à coup, comme par miracle, ces emplois ne sont plus dangereux. Quand l'asbestose est diagnostiquée chez quelqu'un comme maladie professionnelle, cette personne aura droit à un complément de retraite. Ce complément est à la charge du fabricant d'amiante. Mais ce n'est pas dans son intérêt. Alors miraculeusement, la santé publique ne reconnaît pas l'asbestose chez les malades. Mais elle n'a pas disparu. Il faut remettre en service la liste des produits dangereux. Les établissements publics de santé doivent reconnaître l'existence de maladies professionnelles, comme l'asbestose. Chez nous, elle est diagnostiquée seulement quand un cadre supérieur est affecté. Les ouvriers, eux, ne reçoivent pas ce genre de diagnostic. Pour eux, on reconnaît les problèmes pulmonaires, comme la bronchite chronique obstructive et d'autres formes de maladies. Mais on ne reconnaît pas l'asbestose. Il n'existe aucune donnée statistique, aucun chiffre officiel des malades de l'amiante dans la région. Les médecins de l'hôpital local ne s'expriment pas. Les victimes de la fibre sont invisibles aux yeux de l'administration. C'est comme ça que je respire. C'est la pelle de mon excavateur. Elle a une capacité de 4 mètres cubes. Ça, c'est moi sur le toit de ma machine. Là, ce sont des collègues conducteurs de pelleteuses. On faisait des compétitions pour être le meilleur et on faisait le bilan tous les mois. Moi, je travaillais dans le forage, avec un marteau perforateur. Ça creuse et ça tourne pour s'enfoncer en profondeur dans le sol. Quand il était plein, il fallait l'ouvrir pour libérer la poussière coincée dedans. Dans ces moments-là, j'en recevais plein le visage. Je n'avais pas de masque, ni rien pour me protéger. Il n'y avait rien à faire, alors j'aspirais tout.
Ils ont failli me diagnostiquer l'asbestose, juste avant ma retraite. Le médecin-chef de l'Institut m'a dit qu'il avait des soupçons et qu'ils allaient me reconvoquer. Je suis allé 14 fois à l'Institut de recherche en médecine pour des examens. À la fin, les médecins m'ont dit « Vous avez une bronchite chronique, soignez-vous à la maison ». C'est comme ça qu'ils nous traitent maintenant. On me dit que j'ai une bronchite et de l'asthme. Avant, on appelait ça une bronchite de poussière. Pour les autorités russes et les producteurs, l'interdiction de l'amiante serait un complot de l'Occident. Une manœuvre pour endommager l'économie russe. Uralazbest est le premier employeur de la ville. 8500 personnes y travaillent. Régulièrement, le combinat fait passer des messages dans les usines demandant aux ouvriers de ne pas parler aux médias. J'ai été embauché à l'usine d'amiante numéro 6 du combinat. J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que mécanicien d'entretien des équipements miniers. Mon grand-père et mon père ont travaillé aussi tous les deux pour cette entreprise. Mon grand-père était électricien à l'usine numéro 5. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent toujours. La moitié de la ville. Ma femme aussi travaille là-bas. Tout le monde sait que n'importe quel métier peut être dangereux. Ici, on travaille avec l'amiante, mais dans une autre ville pas loin, il y a la centrale nucléaire de Belyarskaya. Les gens sont bien conscients qu'il y a des risques, mais ils y vont quand même pour travailler. Si on interdit l'amiante, une grande partie de la population va perdre son gagne-pain. Les salaires vont baisser et les gens seront obligés de partir pour chercher du travail ailleurs. Quel est l'impact sur une région qu'enferment les mines d'amiante? Il existe un équivalent de la ville d'Asbest à l'autre bout du monde, au Canada. La petite ville d'Asbestose a été baptisée ainsi en l'honneur du minerai, elle aussi. Elle fut longtemps un grand fournisseur d'emplois de la province de Québec. Quand le Canada a renoncé à exploiter la fibre, l'économie locale a été lourdement impactée. La mine Jeffrey employait à son apogée 1800 personnes. Bernard Coulombe, le directeur, garde une profonde amertume envers les mouvements Banasbestose qui ont fait interdire l'amiante. Il fait partie de l'association internationale pour la chrysotile qui nie l'impact de ce type d'amiante sur la santé des populations. Ça s'appelle ICA. Alors, la mine a fermé ici, c'est une décision gouvernementale. On a voulu imiter la France, la fameuse France. Puis les gentils, le mouvement international Banasbestos était très fort. Les activistes influençaient le Parti québécois. Et c'est pour ça qu'on nous a fermés. Puis là, ils se sont dit, ben là, on n'en veut plus d'amiante. Notre image est mauvaise dans le monde. Puis les bureaucrates de l'Union européenne là, sont anti-amiante. Ils veulent que l'amiante soit bannie partout. On a une mauvaise image. Ils sont pas là. Tu vois la porte? On faisait ça ici. Je ne me souviens pas, dans tous les travailleurs que j'ai connus depuis 1970, que quelqu'un a été affecté par l'amiante chrysotile. Avant, oui. Il y a eu des problèmes antérieurs parce qu'il n'y avait pas d'hygiène industrielle, puis c'était comme ça à la grandeur du monde dans tous les domaines. Ouais, il faut partir, là. OK, on s'en va. L'âge d'or des mines d'amiante a laissé derrière lui des montagnes de résidus miniers. On les appelle des haldes.
Elles contiennent des restes d'amiante, mais aussi une matière première très recherchée, le magnésium. Pour relancer l'économie d'une région sinistrée, le gouvernement fédéral du Canada a accordé un droit exceptionnel d'exploitation à certaines entreprises, comme Alliance Magnésium. Grâce à un procédé chimique, l'exploitant peut neutraliser les restes d'amiante pour ne conserver que le métal. Le site qui est ici, il faut bien comprendre, c'était pendant longtemps la plus importante mine au monde, donc une exploitation vraiment majeure. Et ici, on trouve sur le site environ, les chiffres nous disent environ 200 millions de tonnes de matériel, donc de résidus. Quand on regarde la montagne, un quart de cette montagne, c'est du magnésium. C'est une ressource exceptionnelle. Donc, on parle de plus de centaines d'années d'exploitation potentielle. Alors ici, je vais essayer de vous convertir 100 mètres, mais en dessous de nous, il y a environ, on parle de ici à peu près 200 pieds. 200 pieds, ça fait combien en mètres? 60 mètres de matière en dessous de nous. Il y a un impact économique très important pour une région comme ici d'arriver avec un projet majeur. On parle quand même d'un projet qui pourra atteindre à terme des investissements de l'ordre du milliard de dollars, créer plus de 350 emplois. Donc, on parle vraiment d'un impact majeur dans une région, voire même à l'échelle de la province de Québec. C'est quand même un projet très important. She meant what she said. She wished I was there. So where am I gonna live when I get home? La ville d'Asbestos a décidé elle aussi de rebondir et de tout faire pour mettre en valeur l'héritage de la mine d'amiante. Le puits a été transformé en lac artificiel. La ville a changé de nom. Asbestos est rebaptisé le Val des Sources. À la belle saison, chaque fin de semaine, riverains et touristes se retrouvent au marché local pour profiter du site et de son imprenable panorama. Georges-André Gagné fait partie de l'équipe du conseil de la ville qui a mis en place le projet. Ouais, mais là, on a changé. On a mis des pancartes en avant. Puis on en a mis un autre sur le coin que le monde se retourne. Quand la mine a fermé, la première chose que le conseil a faite, on est allé voir le propriétaire du puits minier. Puis on a dit, là, nous, on veut mettre en valeur, donc on veut acheter le terrain. Donc la ville, on a fait l'acquisition de tout ce qui est autour du puits minier. Puis, dans le but un jour de le mettre en valeur. Et c'est le premier jalon qu'on vient d'installer, là. On a tenu à faire un lien entre la rue commerciale et le marché public et le puits minier. C'est ça l'objectif. Et que amener la vie, en l'espace d'un mois, là, vous voyez, les gens se l'approprient. On a appris à vivre avec ça. Ça se gère aussi, l'amiante et les résidus. Vous voyez les montagnes, les haldes de résidus derrière qui sont en train d'être végétalisées. On s'est mobilisé pour se relever. Et aujourd'hui, c'en est une belle preuve. Là, il y a des gens autour. Et vous avez vu, c'est de tous les âges. Puis ils ont le goût d'être ici. Ah, celui-là, il y a des abeilles. Avec des abeilles? Là, moi, j'ai pas peur de ça. Non, moi, ça me fait pas peur. Moi, mon grand-père, il a travaillé là, puis il est pas mort de ça, là. Fait que c'est 5 $. Parfait. Mon copain a travaillé dans la mine, puis son père aussi, puis ils sont pas morts de ça non plus, là.
C'est comme, ils sont encore, mon copain va super bien, là, puis on n'a pas de problème de poumon, puis il n'y a rien, là. Fait que tout est beau. C'est A1. Pour les années à venir, le maire de Val-des-Sources étudie un projet d'ouverture de camping sur les bords du lac et d'un centre nautique avec planche à voile et pédalo. Résilience salvatrice ou déni de réalité? Les statistiques officielles sont pourtant limpides. Selon l'Institut national de la santé publique, les habitants vivant à proximité des mines sont 4 fois plus touchés par les maladies liées à l'amiante que le reste du Canada. Bienvenue à l'autoroute de l'amiante. Daniel Green est membre du Parti vert du Canada. Il travaille depuis 30 ans sur les problèmes de substances toxiques dans l'environnement. Il y a de l'amiante là. Il y a de l'amiante partout. Alors on a décidé de refaire la route au plein milieu des déchets miniers. Le gouvernement du Québec, le ministère des Transports, s'est dit, bon, vu que c'est des déchets miniers, il faut exproprier personne. C'est des stériles. Il n'y a personne qui va là, on ne peut pas construire là, parce qu'il y a de l'amiante. Alors donc, on va faire le bout de route. Regardez cet algue, découvert, nu, exposé à l'érosion, la pluie, la neige, le vent. Puis là, on parle, là, dans cette algue-là, on a trouvé jusqu'à 40% de fibres d'amiante. Donc, les moulins ont fermé, mais l'amiante circule encore. Il est clair qu'un vent amène des fibres sur la route. Le vent amène des fibres pour des gens comme nous qui se promènent les fenêtres ouvertes. On est exposé aux fibres. J'imagine que quelqu'un qui vient, par exemple, de la France devrait se poser la question, mais c'est quoi ces montagnes-là? Aucune indication, aucune mesure de santé publique. Non, c'est des déchets d'amiante. Donc, il y a cette omerta du silence amiante. On ne voit pas les fibres, on ne parle pas de fibres, on ne parle pas de mésothélium. On a encore cette pensée magique que l'amiante, c'est pas dangereux. Comment est-ce que l'amiante peut être dangereux quand la prospérité a été bâtie sur l'amiante? Comment est-ce que quelque chose qui nous a apporté tellement de richesse peut même être considéré comme étant une fibre de misère? Des analyses terrain, j'ai fait ça toute ma pratique environnementale. Je suis le genre de personne qui va sur le terrain pour mesurer la pollution où elle se trouve. C'est important que ça soit fait. Souvent, nos gouvernements ne le font pas. Pas parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, c'est qu'ils ont peur de trouver des choses. Moi, j'ai peur de rien. Je chasse la pollution. Je chasse la pollution activement en espérant de ne pas en trouver. Malheureusement, la plupart du temps, quand j'ai une bonne idée qu'un endroit est pollué, j'ai malheureusement raison. Localisation, on dit voir carte. Ça va être des sédiments qu'on échantillonne. Température de l'eau. On va prendre la température extérieure tout de suite. On voit
Les Halles sont à peu près quoi, à 300 mètres, 250 mètres d'ici. Les Halles sont à peu près à 300 mètres, 350 mètres de hauteur. Alors on a un écoulement qui s'écoule des Halles jusqu'à la rivière Bécancour pour la contaminer, selon notre hypothèse, avec des fibres d'amiante. Et ça, c'est pourquoi qu'on échantillonne. Donc on échantillonne les sédiments juste au point de rejet des Halles. Alors, on prend un échantillon de sédiments avec la perche, et voilà, on enlève l'eau en surplus parce que les échantillons vont être congelés selon le protocole, alors pour éviter que les bouteilles en bris éclatent. Alors voilà, donc on a un bel échantillon de sédiments fins avec probablement des fibres d'amiante qui sont incorporées. Les échantillons prélevés par Daniel Green et son épouse ont été envoyés en France, au laboratoire de la société ITGA, pour une double analyse. D'abord au microscope optique, puis au microscope électronique, une technologie de pointe qui permet de grossir jusqu'à 10 000 fois les éléments. Dans les deux cas, le résultat est sans appel. Vous allez voir, on va les introduire dans l'instrument et on va voir directement à quoi elles ressemblent. Et on va pouvoir voir l'entièreté de la grille. Donc là, on va être à un grandissement x100. Donc vous voyez, la grille de 3 mm, là, on voit l'entièreté. Donc c'est une grille qui est divisée en 200 ouvertures de grille, donc 200 petits carrés. Et par la suite, en fait, on va aller cibler un des carrés. Vous voyez ici, on voit un carré en entier. Vous voyez déjà qu'il y a des objets qui sont dessus. Donc on voit déjà que c'est quelque chose de fibreux. Et petit à petit, on va zoomer, zoomer, zoomer. Là, je suis à x800, 1000, 1200, 1500, 2000. Et je vais aller comme ça jusqu'à x10 000. Les fibres unitaires du chrysotile qui font entre 20 et 25 nanomètres de diamètre sont visibles uniquement à un grandissement aussi fort que cela. Donc là, c'est que du chrysotile, hein. On voit bien l'amiante. Tout partout, tout ça, c'est des fibres. Tout ça, c'est du chrysotile. En fait, l'échantillon, il est blindé. C'est rare de voir ça. C'est vraiment blindé de chez blindé. Hein. Sérieux, hein. Vous voyez tout ça, c'est que du chrysotile partout. Hein. Après, on a un petit peu de sable qui traîne, quoi. Mais tous les bâtonnets, tous les petits cheveux que vous voyez, c'est que de l'amiante partout, tout ça. Et là, il n'y a pas de doute. Pas de doute, aucun doute. En fait, même morphologiquement, c'est-à-dire, on peut déjà dire que c'est de l'amiante, vraiment, avec l'expérience. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment s'assurer. Ici, on fait vraiment de la science. Hein. Donc, il faut vraiment remplir les 3 critères d'identification. Donc, la morphologie, s'assurer que les fibres sont bien cristallines, c'est ça qui leur confère toutes leurs propriétés physico-chimiques. Et également, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la fibre, quels sont les éléments qui sont présents, est-ce que ça correspond ou non à ce qu'on attend pour que ce soit du chrysotile. Et là, tous les 3 critères sont remplis. Et je peux même vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur de ces échantillons. C'est très très rare de voir une telle concentration, surtout en milieu naturel. C'est comme si c'était de l'amiante pure. Je n'ai jamais vu ça. C'est très très rare d'en voir autant. Là, ce sont des échantillons qui proviennent du sable de la rivière. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre une poignée de sable, que le sable sèche, vous en avez partout sur la main, puis après, vous allez vous passer la main sur le visage ou faire quelque chose, et vous allez respirer de l'amiante. Donc c'est vraiment très très dangereux, et je déconseillerais à n'importe qui d'aller ne serait-ce que se promener à proximité d'un endroit comme celui-ci. Les craintes de Daniel Green sont avérées. Lorsque la rivière Bécancour déborde, elle contamine les villes situées en aval, exposant encore davantage les populations de la province de Québec.
danger de l'amiante peut changer radicalement de visage. Au Bangladesh, il prend celui d'un cargo ou d'un supertanker. Dans la ville de Chittagong, ces épaves s'étendent à perte de vue, échouées sur les plages, attendant d'être désossées par des ouvriers dépourvus d'équipements de protection. La grande majorité de ces bâtiments contient des tonnes d'amiante. Depuis des années, médecins locaux et ONG tirent en vain la sonnette d'alarme. Les travailleurs de chantier succombent à des maladies liées à l'amiante et aux produits toxiques contenus dans les navires. Certains, qui ont la volonté de témoigner, arrivent à peine à parler. J'en ai marre de tousser. J'arrive pas à respirer. J'ai travaillé dans un chantier pendant 34 ans. J'étais coupeur. Je t'ai coupé les métaux. Je savais pas ce que c'était l'amiante. Maintenant je sais. Au centre de santé local, les consultations pour des problèmes respiratoires sont le lot quotidien des médecins. Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais en tant que médecin, mon diagnostic est que cet homme est une victime de l'amiante. Il a été exposé pendant près de 35 ans. Son état de santé et l'état de ses poumons, de son cœur, sont tels qu'il ne peut même plus travailler. Parfois, j'ai l'impression qu'il va mourir, là, devant moi. Surtout quand il a du mal à respirer. Ma situation n'est pas très bonne. Je suis à la dernière étape de ma vie. C'est fini pour moi. Il nous explique tout ça maintenant. Mais quand j'ai attrapé la maladie, il n'y avait rien. À l'époque, personne ne nous a expliqué ce qu'était l'amiante. On travaillait dans l'amiante. On prenait la poudre d'amiante pour nettoyer le pétrole sur nos mains. Et pour se nettoyer les pieds aussi. Personne ne connaissait ce produit. Et nous non plus. On n'avait aucune information sur l'amiante. Comment exprimer mes sentiments?
Nous sommes pauvres. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous sommes impuissants face aux propriétaires. On ne peut rien faire. Vous savez comment est la situation ici. Que peut-on faire face à un riche propriétaire? Si j'essaie de le confronter, il n'en aura rien à faire. Il va me dire, va te faire voir. Nous avons 50 000 ouvriers qui travaillent sur les chantiers de démantèlement des bateaux. Et environ 33% d'entre eux souffrent d'asbestose. Ils attrapent ces maladies mortelles et ils n'ont absolument pas les moyens de s'offrir un traitement médical long et coûteux. Et puis de toute façon, ces pathologies liées à l'amiante ne peuvent pas être guéries. Donc même si vous êtes immensément riche, vous finirez par en mourir. Les ouvriers des chantiers sont les plus exposés à l'amiante des bateaux, mais ils ne sont pas les seuls. Tout est récupéré sur les cargos. Le métal et tous les accessoires finissent sur les marchés. Les canaux de sauvetage, les combinaisons de survie, la moindre petite bouée, tout se revend. Chaque boutique a ainsi sa spécialité. Certains se sont donc naturellement tournés vers le recyclage de l'amiante. Monsieur Bimol, par exemple, qui ne rate pas une occasion de faire la démonstration des 1001 qualités de son produit. C'est de la très bonne qualité, un très bon produit. Je fais à peu près 500 tonnes par an. C'est très faible comme quantité. Je n'ai pas la main-d'œuvre suffisante pour produire plus. Il y a d'autres hommes d'affaires qui ont un rendement beaucoup plus important que moi. Avant, il n'y avait que quelques chantiers. Et aujourd'hui, il y a 140 chantiers de démantèlement. Tous les 15 jours, il arrive au moins 7 ou 8 nouveaux bateaux. Ce lot provient d'un bateau allemand. Il vient du chantier de l'ancien maire de Chittagong. Il a été récupéré sur un bateau allemand. Et celui-là vient d'un bateau français. Il y a beaucoup de bateaux qui viennent de France. En fait, il en arrive de partout. De France, du Japon, d'Amérique, du monde entier. C'est vrai que ce truc peut irriter. Ça provoque des démangeaisons. C'est pour cette raison qu'il faut porter des vêtements spéciaux. Il faut faire attention. Si vous êtes prudent, ça ne vous fera aucun mal. Je suis dans ce business depuis très longtemps et je n'ai jamais eu de problème. C'est comme dans les bateaux. Il y a beaucoup de personnes qui y travaillent et ils n'ont jamais eu de problème. Et même si vous êtes en contact direct avec ce produit, ça ne fait pas grand mal. En guise de protection, le plus souvent, les ouvriers portent de simples foulards, des morceaux de tissu placés devant la bouche,
Et c'est à peu près tout. Pas de gants, pas de masque. Des milliers de tonnes d'amiante sont ainsi récupérées chaque année. Le plus souvent, ils sont envoyés vers Dhaka, la capitale, pour être réutilisés dans divers chantiers de construction. Les qualités d'isolation et la résistance au feu de la fibre sont aussi recherchées pour la fabrication de fours domestiques. Je fabrique des fours avec de l'amiante. Les gens cuisinent avec ces fours. Ils allument le feu et ils préparent leur repas avec. On met une casserole ici et une autre là. Pour le feu, c'est ici. Et donc il y a 2 casseroles en tout. Le gaz est très cher. C'est plus intéressant de cuisiner avec ce genre de four. On peut y mettre du bois. Si on travaille à la main uniquement, on peut produire 200 fours par mois. Si on a une machine, on peut en fabriquer environ 500. Les ventes marchent vraiment très bien. On n'arrive pas à répondre à la demande. Il faut dire que la demande est vraiment énorme. Ça, c'est de la poudre d'amiante. Quand on scie, ça fait de la poudre. On s'en sert pour les finitions avec de la colle. Ce commerce de l'amiante n'est pas seulement un risque pour la santé des travailleurs, c'est aussi un problème environnemental beaucoup plus large. Aux côtés des boutiques artisanales, sans aucune forme de mise en garde ou de protection, les stocks pullulent au bord des routes, à l'air libre, au contact des passants. On les retrouve aussi au milieu des maisons de fortune, des taudis, là où les populations les plus pauvres sont venues s'installer faute de pouvoir aller ailleurs. Grâce au travail d'information des ONG, ces familles ont parfois conscience d'être exposées en vivant aussi près des stocks d'amiante. Tiens, tourne-toi un peu. Là, vous voyez ces petites fibres? Vous voyez? Ce sont des fibres d'amiante. Mes enfants tombent malades. Moi, je leur ai demandé plusieurs fois de ne pas mettre leur stock ici. Je les ai suppliés de les mettre ailleurs. Qu'ils les mettent ailleurs, quoi, loin des habitations. Et j'ai même prévenu la police. Mais ils n'ont rien fait. Si on se plaint, les policiers nous arrêtent. Ils nous frappent et nous insultent. C'est comme ça que ça se passe ici. Les pays occidentaux qui exportent leurs bateaux vers des pays comme le Bangladesh, en sachant pertinemment qu'ils contiennent de l'amiante, sont les premiers responsables de tout ça. Nous, au Bangladesh, on peut ne pas savoir parce qu'on est un pays pauvre, où la plupart des gens ne sont pas éduqués. Mais comment vous, en tant qu'Occidentaux, comment pouvez-vous ignorer ce que vous envoyez au Bangladesh? Ignorer comment c'est envoyé. Vous faites partie de ce système, vous faites partie de cette corruption. C'est un système corrompu qui perdure à cause de l'indulgence des pays exportateurs à l'égard des propriétaires de ces bateaux. La responsabilité des pays occidentaux va encore plus loin, avec les entreprises. Certaines sociétés ont continué pendant des années à utiliser de l'amiante dans le monde alors même que le produit était interdit dans leur pays. La société suisse, française et belge Eternit a continué pendant plus de 20 ans à fabriquer et vendre des produits amiantés en Amérique latine et tout particulièrement en Colombie. Au même moment,
En Italie, en France, en Suisse et ailleurs en Europe, les procès des victimes de l'amiante et les condamnations contre cette même entreprise se multipliaient. Cibate, la ville la plus proche de la principale unité de production d'éternit en Colombie, a fini par attirer l'attention des scientifiques. Le Colombien Juan Pablo Ramos Bonilla, professeur associé de l'Université des Andes, a mené des recherches avec Benjamin Lizanuc de l'Institut français de recherche pour le développement. Six années de travail scientifique et rigoureux et un résultat alarmant. Nos recherches le démontrent, il y a un cluster de mésothéliome ici. Il y a un nombre extrêmement élevé de cas par rapport à la densité de population dans une région géographique spécifique à un instant donné. Parmi ce cluster, on s'est rendu compte de deux choses. Tout d'abord, des cas très jeunes et une surreprésentation également des femmes au sein de ce cluster, ce qui peut indiquer en fait probablement une forte exposition environnementale alors qu'on est face à une maladie qui est d'habitude plutôt une maladie masculine du fait d'exposition professionnelle. Alors là typiquement c'est des morceaux de toiture en fibrociment qu'on cassait. C'est bien simple, avec l'œil entraîné, on en voit désormais partout. Ça c'est un morceau, ça c'est un morceau. Vous en avez tout le long ici. Le problème c'est qu'il y en a partout. Il y en a partout derrière vous, là-bas, là-bas. On est entouré par des détritus. Les deux chercheurs ont effectué plusieurs forages pour analyser les sols de Cibate, sur le terrain de football et dans l'école primaire. C'est une école de Cibate. Nous avons effectué notre second forage à l'intérieur, juste à côté de l'entrée. À 30 cm de la superficie, nous avons une nouvelle fois trouvé de l'amiante friable, donc la forme, j'ai envie de dire, la plus dangereuse et la plus nocive de l'amiante, dans un lieu fréquenté quotidiennement par des enfants, une nouvelle fois à 30 cm de la superficie. Si un enseignant imagine faire un atelier jardinage avec les enfants, il va rentrer en contact direct avec la couche d'amiante friable et les enfants respireront une fibre mortelle. Comment pareille catastrophe sanitaire est-elle possible? Comment les sols d'une ville peuvent-ils regorger d'amiante friable? La société Eternit est-elle impliquée? Les habitants de Cibate ont tous leur avis sur la question. La réponse se trouve en partie chez Amelia Segura, qui tient un salon de coiffure local. ¿Qué te vas a hacer? ¿Color o todo? De raíz nomás, ¿cierto? Bueno, siéntate acá. Le mari d'Amalia était employé municipal en charge des terrassements. Il est mort il y a quelques années d'un mésothéliome, le cancer de l'amiante. Quand Eternit est arrivé à Cibate, il produisait plein de déchets. Et ces déchets, il les dispersait un peu partout, autour de la ville et à l'intérieur même de la ville. Et le rôle de mon époux, quand il a commencé à travailler, c'était d'aplanir toutes ces collines, ces montagnes de déchets qui provenaient de l'amiante d'Eternit. Ce que faisait mon père quand il déchargeait leur camion d'amiante à côté de la maison, parce qu'on vivait près de la déchetterie, lui, il en récupérait. Mon père a rempli une grande partie de la maison avec de l'amiante. Quand il a fait le sol, il en a mis plein. Et ça faisait de la poussière, plein de poussière. Je me souviens encore de l'odeur.
Ma sœur, en ce moment, elle est malade. Elle a quoi déjà? Comment on appelle ça? Un mésothéliome. Ici, à Sibaté, c'est tellement triste. Quand on vient ici, on entend dire « Telle personne est morte d'un cancer des poumons, telle autre aussi, cancer des poumons ». C'est très impressionnant. On ne peut même pas compter le nombre de personnes qui en sont mortes. Dans ma famille, mon père est mort d'un cancer des poumons. Mon frère est mort d'un cancer des poumons. Et mon frère aîné est mort d'un cancer du côlon qui a ensuite affecté les poumons. C'est Eternit qui produisait cette amiante. Eternit est une entreprise meurtrière. Ce sont des assassins. Ils n'en avaient rien à faire. Ils n'en faisaient plus en France, mais ici, ils ont doublé la production. Et ils ont tué des gens comme ça, juste pour leur profit. Oui, ce sont des assassins. Et il y a de quoi avoir la rage. Et si j'en avais un en face de moi, désolé pour le langage, mais je l'éclaterais. Et je lui dirais que c'est un assassin égoïste et qu'il ne mérite pas le pardon de Dieu. C'est très commun, et c'est ce qui se passe avec de nombreux polluants dans le monde une fois qu'ils ont été interdits ou strictement réglementés dans les pays développés. L'une des stratégies de l'industrie pour poursuivre ces opérations consiste à déplacer sa production dans ces pays. Ils vont là où les autorités ne sont pas très fortes d'un point de vue environnemental ou sanitaire. Ils vont dans des pays qui n'ont pas la capacité de répondre aux risques générés par ces industries. Cela se produit dans de nombreuses régions du monde. Depuis le mois de janvier 2022, la société Eternit ne peut plus utiliser d'amiante en Colombie. Le pays a fini par voter l'interdiction après une bataille sans merci avec les producteurs. Cette lutte a été incarnée par une journaliste, Ana Cecilia Niño Robles. Yo padezco esta enfermedad porque viví cerca de una fábrica de Eternit pequeña y ellos desafortunadamente todos los residuos que tiraban al barrio los dejaban para que nosotros jugáramos. En 2014, après la naissance de sa fille Sofia, les médecins lui diagnostiquent un mésothéliome. Avec l'aide de son mari Daniel, elle devient la voix de toutes les victimes de la fibre, sur les réseaux sociaux, dans les médias et jusqu'au Congrès. Dice que no ibas a continuar. Le mésothéliome est un cancer vraiment très douloureux. À ce moment-là, elle souffrait beaucoup. Mais elle souriait et disait « Sourions aux difficultés ». Prenons cette photo en faisant notre plus beau sourire. Quand elle était encore vivante, nous avons essayé à plusieurs reprises de faire interdire l'amiante par le gouvernement. De plusieurs manières. Mais cela n'a pas été possible. Tous
À sa mort, j'ai consacré toutes mes ressources physiques, émotionnelles et financières à la réalisation de son rêve. Listo. ¿Quieres probar? Don't worry. Para los usuarios de los productos que tanto se ha mencionado y que a través de esas campañas en redes sociales se ha generado un pánico infundado, se ha demostrado, como ustedes lo afirman, que el sector formal que yo represento maneja con seguridad esos materiales como lo afirman ustedes en su ponencia. Cette personne s'appelle Hernán Estrada. C'est le représentant d'Ascol Fibras. Cette organisation couvre et protège avec des avocats très puissants les entreprises qui ont utilisé l'amiante en Colombie. Il disait, vous devez prouver qu'il se passe en Colombie la même chose que dans les autres pays. Où est la preuve? Alors j'ai dit, je suis physicien. Je sais que les lois de la nature et de la physique fonctionnent partout sur Terre. Si ça a déjà été démontré en Angleterre, en Europe et aux États-Unis, pourquoi devons-nous mettre en place un laboratoire pour prouver que la même chose se produit ici, en Colombie? Nous avons bien étudié la façon dont ils ont procédé en Europe. C'est le même système de défense. Ils embauchent un avocat très réputé et ils utilisent les mêmes arguments dans tous les pays. Ils cherchent à créer de la confusion, un écran de fumée qui cache la vérité. Et cette vérité, c'est que l'amiante est un danger pour l'humanité. En Colombie, la loi d'interdiction de l'amiante porte désormais un nom. Elle s'appelle la loi Ana Cecilia Niño Robles. Le combat de Daniel n'est pas fini. Il est en procès aujourd'hui avec Eternit. La firme nie toute responsabilité dans la mort de sa femme. Les méthodes et le discours des producteurs d'amiante sont bien connus des spécialistes. Leur champ d'action favori reste Internet. Ils disposent de plusieurs chaînes YouTube pour marteler leur message. The use of chrysotile is under thorough control at the production stage. Modern technology and the requirements for labor protection, as well as its industrial safety, exclude any possibility of fiber's negative impact on workers' health. Consequently, employees keep working on chrysotile deposits and in the factories for dozens of years. C'est une campagne de désinformation mondiale. La même stratégie se répète d'un pays à l'autre. Les arguments des producteurs sont toujours les mêmes. Leur objectif est de ralentir toute tentative d'interdiction. Et pendant ce temps, ils continuent à produire dans ces pays. C'est pour cela qu'ils cherchent à minimiser la dangerosité de l'amiante. L'Asie consomme 60% de la production mondiale. Elle est donc la cible privilégiée des producteurs. Chaque pays a droit à ses films faits sur mesure, façon Bollywood par exemple, pour l'Inde et le Bangladesh. Dans cette campagne de communication, le mot amiante est proscrit. Il a été soigneusement remplacé par le nom chrysotile ou amiante blanc. Ce produit-là n'est pas dangereux pour la santé.
Le message est délivré jusque sur les plateaux de télévision du Vietnam. C'est comme le tabac. Tous les tabacs sont mauvais pour la santé. Tous les amiantes sont mauvais pour la santé. Il n'y a pas de débat. 60 ans de recherche ont montré que la chrysotile est dangereuse. La théorie selon laquelle la chrysotile n'est pas dangereuse est fausse. Ceux qui disent cela sont ceux qui produisent et vendent la chrysotile. Ils ont tout intérêt à répandre ce mensonge. Et ce qu'ils font, c'est juste tuer des gens en vendant leurs produits. Alors que la production dans le monde continue, les pays qui ont choisi de sortir de l'amiante ne savent que faire de leurs déchets contaminés qui se comptent en millions de tonnes. La solution la moins chère et la plus employée reste l'enfouissement. À Hillenberg, en Allemagne, se trouve la plus grande décharge d'amiante d'Europe. Chaque année, 100 000 tonnes d'amiante y sont enfouies selon un protocole très strict. Les déchets sont déchargés ici. Rien n'est endommagé, sauf l'emballage extérieur. L'emballage intérieur, lui, est resté intact. C'est ce qui est important dans le déchargement. Derrière, on voit la pelleteuse qui recouvre les déchets. À partir de là, il ne se passe plus rien. Aucune fibre ne peut s'échapper. L'Allemagne est de loin le meilleur élève d'Europe en matière de traitement des déchets. Et pourtant, le pays n'est pas épargné par les scandales et les polémiques. Ce centre d'enfouissement situé en Saxe défraye la chronique et provoque la colère des riverains. Donc là, c'est ma maison, et là-bas, c'est la décharge, à environ 300 mètres. Nous savons que les big bags, remplis de déchets d'amiante, sont déchargés n'importe comment ici, au lieu d'être déposés délicatement. Et ils ne sont pas enterrés non plus, donc ils sont exposés au vent. Et nous, on se trouve en plein dans la trajectoire de ces vents. Et naturellement, nous avons peur que des fibres et des déchets toxiques arrivent jusqu'à nous et qu'ils mettent ainsi notre santé en danger. La crainte des habitants vient surtout du manque d'informations sur la provenance des déchets. Par voie de presse, ils ont appris récemment qu'une partie de l'amiante enfouie à côté de chez eux arrive tout droit d'Italie. Il nous a été clairement dit au tout début que les déchets ne proviendraient que d'un rayon de 50 km. On nous l'avait assuré, mais ensuite, cela n'a pas été respecté. Ça nous met en colère que des déchets et de l'amiante venant d'Italie soient déchargés ici. Nous n'avons pas besoin de ça. Cette affaire des déchets d'amiante italiens a été révélée par Michael Bilic. Ce journaliste d'investigation est spécialisé dans le traitement des déchets toxiques. L'Italie n'a pas de décharge spéciale, ou bien trop peu pour accueillir ses propres déchets d'amiante. Et c'est pourquoi elle les exporte principalement vers l'Allemagne. Mais le problème, c'est quand les transporteurs ne chargent pas correctement les déchets. Il arrive alors que les big bags se déchirent. Quand la police fait des contrôles, elle tombe régulièrement sur ce genre de cas. Et en même temps, je pense qu'il faut se poser la question suivante. L'Allemagne doit-elle, ou veut-elle, en quelque sorte, être la poubelle des déchets dangereux d'Italie ? L'Allemagne n'est pas épargnée non plus par les problèmes de décharge sauvage. Un déchet contenant de l'amiante coûte cher à traiter. Alors le plus souvent, les entrepreneurs ou les particuliers s'en débarrassent discrètement. Werner Lürs
ancien entrepreneur atteint d'un cancer, a fait de la traque des décharges sauvages d'amiante le combat du reste de sa vie. Cette saloperie est toujours là. Depuis le mois d'août de l'année dernière, je demande qu'on s'en débarrasse. J'ai écrit partout. J'ai écrit au Premier ministre, j'ai écrit au ministre de la Santé, M. Neunomar, j'ai écrit au ministre de l'Environnement, Vogel, et tout ce monde me dit, on s'en fout. Je vois des enfants, je vois des cyclistes, je vois des familles avec des poussettes, dans les bois verts, éclairés par le soleil d'été. Et puis je vois cette amiante. C'est pas seulement là depuis 1 an, ça fait 2 ans. Et tout le monde s'en fout. Personne se dit « Hey, je dois protéger mes enfants, faut que je porte plainte ». Non, personne ne fait rien. Ils passent à côté. Tout le monde s'en fout. Et moi je dis que c'est pas possible. C'est pour ça que je me bats. Parce que l'amiante tue. Rien que pour la région du Brandebourg, j'ai fait des recherches sur environ 130 sites de décharges illégales, des entrepôts ou des décharges. Il y a environ 5 millions de tonnes de déchets, dont une grande quantité d'amiante. Et il y a comme ça des poubelles ou des décharges illégales isolées. En éliminer une seule et l'assainir coûterait 40 millions d'euros. Au total, assainir toutes ces décharges coûterait un demi-milliard rien que pour la région du Brandebourg. Et ça se passe en Allemagne, où nous considérons que nous sommes parmi les meilleurs en matière de traitement des déchets et que nous avons les technologies les plus modernes. Et pourtant, ça se passe comme ça. Il existe pourtant des solutions pour traiter les déchets d'amiante. L'une d'entre elles est issue d'une technologie développée pour l'aérospatiale dans les années 60. Elle est utilisée dans une entreprise du sud de la France où chaque année, 6000 tonnes de déchets d'amiante sont broyés dans des conteneurs. Tu nous le fais tomber celui-là? Allez. Les déchets sont ensuite fondus et ressortent sous forme de lave. C'est une technologie qui permet de maintenir à très haute température un bain dans lequel les déchets vont entrer. Et ce bain va permettre 2 secondes plus tard à tous les déchets d'amiante et à toute l'amiante faite d'être détruite. Le traitement est 5 à 6 fois plus cher aujourd'hui que l'enfouissement. L'enfouissement ne règle pas le problème de l'amiante. On préfère enfouir, donc en gros faire disparaître sous le tapis quelque chose qui représente un vrai danger pour la santé et un vrai danger sur le plan écologique, puisqu'en réalité, à partir du moment où vous enfouissez des déchets d'amiante, ce sont des fibres, elles vont se déliter à l'intérieur, ou en tout cas dans le sous-sol, et on peut les retrouver par exemple dans les nappes phréatiques. Une fois refroidie, la roche vitrifiée obtenue peut être utilisée pour la construction de routes et d'autoroutes, sans danger. Mais ce procédé ne traite à l'heure actuelle que 2% des déchets produits par les chantiers français. La question des détritus amiantés reste entière. Pendant ce temps, 1 200 000 tonnes d'amiante continuent d'être vendues tous les ans. 3 000 produits contenant de l'amiante continuent de circuler sur la planète. Et le nombre de morts provoqués par la fibre tueuse continue d'augmenter. L'un des grands problèmes avec l'amiante, c'est qu'il y a un grand écart de temps entre le moment où les personnes sont exposées et le moment où elles développent la maladie. Et elles ne savent pas quand elles ont été en contact. Résultat, il y a un grand nombre de cas de maladies liées à l'amiante que l'on ne connaît pas. Simplement parce que les personnes n'ont pas demandé, ou n'ont pas su qu'il fallait demander, ou parce qu'elles ne savaient pas que leurs produits contenaient de l'amiante. L'héritage de l'amiante est largement sous-estimé. Et cet héritage va nous accompagner encore longtemps.
C'est une industrie criminelle. Ce n'est pas un commerce respectable. Vendre de l'amiante, ce n'est pas comme vendre des bananes. C'est un business qui a construit sa fortune sur la mort. Il y a des personnes qui ont fait une fortune en vendant de l'amiante partout dans le monde. Ils sont où? Oui, le carnet de chèques. Pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas pour leur passif de pollution? Alors c'est incroyable que l'État paye pendant que ces gens-là s'enrichissent par j'appelle ça un trafic de l'amiante qui a tué des gens. C'est une grande tragédie. Nous n'avons pas su convaincre la société mondiale d'interdire l'usage de l'amiante. Plus nous continuerons à l'utiliser, plus nous aurons de répercussions sur la santé des populations. Et le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut une interdiction mondiale de l'amiante. Amer constat, sans appel. Malgré les morts, malgré la science, malgré l'évidence, la fibre tueuse a encore de beaux jours devant elle.